J'ai avec moi en studio le premier ministre du Québec, François Legault, en cette fin d'année pour faire un bilan un peu des derniers mois. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, Alex. Vous arrivez de Sainte-Justine, l'hôpital pour enfants. Oui, c'est toujours difficile voir des enfants qui ont le cancer, qui vont passer le temps des fêtes à l'hôpital, les parents, c'est très touchant. Oui, absolument. Mais je pense qu'on a un devoir de les appuyer, justement. Le faites-vous à chaque année? Pas mal, oui. Okay. L'année passée, il y avait une grève, mais sinon, les autres années, je l'ai toujours fait. Ça brassait plus dans les corridors d'hôpitaux l'an passé. Parlons un peu de votre voyage éclair à Terre-Neuve et Labrador hier. Oui. Donc, vous et votre homologue Andrew Furey avez donc annoncé cette nouvelle entente, une grosse entente, là, pas juste le renouvellement de l'entente entre Hydro-Québec et Terre-Neuve pour Churchill Falls, aussi le développement de Gull Island puis Churchill Falls 2. On a vu Andrew Furey tout sourire, déchirer l'entente en direct à vos côtés, parce qu'évidemment, pour eux, c'est un gain à court terme. Pour le Québec, par contre, on va payer notre électricité un peu plus cher d'ici 2041. C'était quoi l'urgence de mettre cette entente-là à la poubelle d'un point de vue québécois? Bon, plusieurs choses. D'abord, l'entente se terminait en 2041. Les alternatives, c'est de construire nous-mêmes des barrages. Ça prend à peu près 15 ans bâtir un barrage. Donc, le temps commençait à presser. Ensuite, on avait cette opportunité de Gull Island puis de l'agrandissement de Churchill Falls qui peut se faire rapidement. Là, on parle d'un projet, de 2 projets qui pourraient être terminés en 2035. Donc, avoir accès à 50% plus d'électricité à partir de 2035. Bon, puis il y a le prix qui a été négocié. C'est vrai qu'on leur donne d'ici 2041 17 milliards de plus que ce qui était prévu dans l'entente originale, mais on paye en moyenne sur les 50 ans 6 cents du kilowattheure, alors que les projets alternatifs sont à 16 cents à peu près. Donc, on calcule un gain de 200 milliards pour le Québec. Donc, 17 milliards de plus, mais de l'autre côté, 200 milliards d'économies, c'est énorme. Mais là, il faudra aussi investir du côté d'Hydro-Québec pour développer Gull Island, développer Churchill Falls 2, returbiner. On parle d'investissement d'à peu près 25 milliards de dollars. Pourrait y avoir des dépassements de coûts, bien évidemment. Est-ce que ça va finir par nous coûter plus cher que ce que vous venez d'annoncer? Est-ce qu'il n'y a pas des risques au cours avec cette entente-là? Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que le 5 milliards d'équité pour Gull Island, c'est inclus dans le 17 dont je vous parlais. Okay. Deuxième, le reste, c'est de la dette. Donc, l'entreprise sans dette. Puis, moi, j'ai confiance, là, Michael Sabia et l'équipe d'Hydro-Québec ont fait leurs calculs, se sont pris des petits coussins là, pour s'assurer que s'il y a des dépassements qui vont rester à l'intérieur du budget. Donc, mais tous les experts sont unanimes. Gull Island, à cause de la hauteur de la chute, puis des aspects techniques, c'est le meilleur projet de loin disponible au monde. Pour acheminer ici cette hydroélectricité, il faudra construire une nouvelle ligne à haute tension, idéalement, qui va passer sur les territoires Cri, les territoires Innu. Ça reste à négocier. C'est-à-dire que pour le barrage, l'entente, elle est déjà ficelée avec Terre-Neuve, avec les Innu. Mais pour la ligne à haute tension, il faudra négocier avec eux. Maintenant qu'ils voient bien votre grand sourire et votre volonté, est-ce qu'ils ont le gros bout du bâton dans les négociations? Bon, d'abord, c'est surtout les Inuits de la Côte-Nord. Et on est déjà en négociation avec les Inuits parce qu'on veut rehausser les turbines aussi de Manic ou Tarde. Puis on veut faire des projets d'éolien très importants avec les Inuits. Puis les négociations vont très bien. Donc, je dirais, les négociations concernant la ligne de transport, c'est petit par rapport à ce qu'on négocie actuellement. Puis moi, j'ai confiance qu'on va être capable, dans la prochaine année, d'annoncer des belles nouvelles avec la communauté Innu. Je vous amène sur un autre sujet. Donald Trump, vous étiez à Paris en fin de semaine dernière pour la réouverture officielle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous avez pu discuter quelques minutes avec Donald Trump.
Est-ce qu'il a essayé de vous impressionner avec sa poignée de main? Là? Comment ça s'est passé? Non. Bon, d'abord, je l'ai comme rencontré 2 fois. Il y avait un cocktail, puis après, pendant le souper, il était assis avec Emmanuel Macron. Je suis allé le rejoindre. Je n'ai pas senti là, qu'il y avait des poignées de main ou quelqu'un avait la main plus haut que l'autre. Est-ce qu'il a dit François Who? Est-ce qu'il vous a demandé est-ce qu'il vous connaissait? Non, mais il a demandé, à un moment donné, êtes-vous dans le même parti que Justin Trudeau? Puis c'est Emmanuel Macron qui a répondu non, pas du tout. François, c'est un homme d'affaires et il est dans un parti qui a une position différente sur l'immigration que Justin Trudeau. Mais honnêtement, bon, c'était une bonne discussion, mais en même temps, une discussion inquiétante parce qu'il m'a dit qu'il était sérieux le 21 janvier, donc c'est dans un peu plus qu'un mois, de mettre des tarifs de 25 sur tous les produits du Canada qui vont être exportés aux États-Unis si on ne règle pas le problème de la frontière. Surtout, il m'a parlé des immigrants illégaux plus que de la drogue. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, là, mais 25 de tarifs sur tous les produits exportés, oui, on parlerait d'une récession, puis on parlerait d'impact très grave. Il semble y avoir 2 approches parmi les premiers ministres des provinces. Il y a la vôtre où vous vous dites qu'il faut tout faire pour éviter les tarifs. Il faut sécuriser la frontière, avoir un plan ambitieux, le présenter à Trump qui accepte ce plan-là. Et il y a votre ami Doug Ford en Ontario qui, lui, semble se dire on va les avoir, les tarifs. Il est trop tard, le mal s'en vient, on ne pourra pas y échapper. Winter is coming, il faut se préparer. Qui a raison entre les deux? Bon, d'abord, il faut revenir un peu sur les chiffres. Quand on regarde l'Ontario exporte à peu près 250 milliards aux États-Unis, puis importe 240 milliards. Donc, petit surplus de 10 milliards. Par contre, quand on regarde l'ensemble du Canada, il y a 600 milliards d'exportation du Canada vers les États-Unis, puis 400 milliards d'importation. Donc, si on part une guerre de tarifs, on aurait plus à perdre qu'à gagner, finalement. Bon, M. Ford disait on devrait cesser d'envoyer de l'énergie aux États-Unis. Bon, nous, on envoie de l'électricité. L'Alberta, Saskatchewan envoie du pétrole et du gaz. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour déposer un plan pour sécuriser les frontières. Je pense que c'est une meilleure avenue que d'essayer de lancer une guerre de qui met le plus de tarifs. Mais est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas aussi avoir un peu de fermeté, lui expliquer clairement, vous avez des avantages à votre relation avec le Canada, on ne pourra pas tendre l'autre joue chaque fois devant un intimidateur comme Donald Trump. Oui, effectivement. On ne peut pas non plus dire on va accepter n'importe quoi de Donald Trump. Mais là, pour l'instant, ce qu'il nous demande, c'est de sécuriser les frontières. Puis on le sait qu'actuellement, il y a à peu près un peu plus que 1000 personnes par mois qui sont appréhendées pour passer illégalement la frontière du Canada vers les États-Unis. 80 de ces illégaux passent du Québec vers les États-Unis. Puis, à l'intérieur du 80 il y a 60 que ce sont des Indiens, donc des résidents de l'Inde, qui rentrent comme touristes au Québec, à l'aéroport, puis qui traversent illégalement aux États-Unis. Ce que j'ai demandé à M. Trudeau et M. Miller, c'est de mettre en place des visas pour exiger un billet aller-retour, exiger un minimum d'actifs pour être sûr que ce sont des vrais touristes, puis de faire des vérifications judiciaires. Je pense que plutôt que d'insulter les gens, je pense que M. Miller, il devrait travailler sur des solutions pour sécuriser la frontière puis limiter le nombre d'immigrants illégaux. L'amateur de hockey en vous n'a pas aimé se faire traiter de mangeux de POC? Bien, écoutez, je vois pas, là, c'est quoi l'intérêt d'insulter alors que le temps presse. On parle du 21 janvier. M. Trump nous dit on doit arrêter d'avoir des immigrants illégaux. Puis M. Miller est ministre de l'Immigration. Donc, si j'étais à sa place, là, j'aimerais mieux le voir travailler sur réduire le nombre d'illégaux que de s'amuser avec des expressions de hockey. Ouais. Petite dernière question sur Donald Trump avant de passer à un autre sujet. Vous avez demandé, après la rencontre des premiers ministres des provinces et de Justin Trudeau mercredi, de renégocier
tout de suite l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique qui doit être révisé en 2026. Ce serait quoi l'avantage de commencer une négociation dès maintenant? Bien, c'est actuellement, vous savez, en affaires, l'incertitude, c'est presque aussi grave que des tarifs. Donc, l'incertitude sur les tarifs qui pourraient arriver dans la révision de 2026 font que les entreprises, puis Doug Ford me dit que c'est la même chose en Ontario, n'investissent plus au Canada, au Québec. Puis bon, je comprends que ça fait partie de la stratégie de M. Trump, là, pour que les entreprises, les grandes entreprises, investissent seulement aux États-Unis. Donc, il fait peur à tout le monde. Mais je pense qu'on a intérêt à régler ça le plus vite possible, puis à enlever cette incertitude sur qu'est-ce qui va arriver en 2026 avec la gestion de l'offre, qu'est-ce qui va arriver avec le bois d'œuvre, qu'est-ce qui va arriver avec tous les produits. Puis on se rappelle la dernière fois que ça n'a pas été facile de négocier la révision. Parlons un peu de laïcité. Vous avez évoqué l'idée, lors de votre bilan de fin de session la semaine dernière, d'interdire les prières dans les lieux publics. Vous avez même dit qu'on pourrait utiliser la disposition de dérogation des chartes des droits et libertés, là, communément appelée la clause dérogatoire. Ça a un peu surpris tout le monde. Est-ce que c'est une proposition que vous faisiez dans la foulée? Parce que j'essaie de comprendre où vous voulez en venir avec ça. Est-ce que c'est dans la foulée des révélations dans le milieu scolaire avec l'école Bedford, l'école Saint-Maxime, où là, on a eu des accros à la laïcité? Ou est-ce que vous avez vu d'autres choses que nous, on n'aurait pas vu? Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des prières dans les rues comme à chaque semaine non plus. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Ce que je disais, c'est qu'on a adopté la loi 21 sur la laïcité, où on interdit les signes religieux pour les personnes en autorité comme les enseignants, mais on s'est rendu compte que c'est pas assez. D'abord, dans les écoles, on a vu des mouvements d'intégristes, là, de religieux islamiques qui, par exemple, interdisent aux filles de faire du sport dans les écoles. Bon, puis faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. On a vu cet été des campements à McGill, des tirs sur des écoles juives. Il y a des étudiants juifs là, qui ont peur d'aller à l'école. On a vu la circulation être interrompue avec des prières dans les rues à Montréal. Je pense que les Québécois se disent, là, faut peut-être aller plus loin sur la laïcité. Là, c'est une valeur qui est fondamentale. Même chose avec l'égalité homme-femme. Donc, j'ai demandé à Jean-François Roberge de regarder l'ensemble du dossier, incluant est-ce qu'on doit interdire les prières dans les rues. Mais c'est quoi le lien entre les prières dans les rues? Puis là, je comprends que vous faites référence à ce qui s'est passé près de la Place des Arts, à l'Université McGill, dans des manifestations qui étaient liées au conflit israélo-palestinien. Puis il y a effectivement eu une occupation du territoire. Puis il y en a qui ont été choqués par ça. Mais c'est quoi le lien avec les campements sur un lieu privé qui est l'Université McGill, les tirs sur les écoles juives? Est-ce que vous ne mélangez pas des concepts? Bien, je pense qu'on a vu aussi, il y a quelques vendredis, là, la violence. C'est beaucoup les mêmes personnes qu'on retrouve sur les campements, dans les rues, dans ceux qui font peur au recteur de McGill ou à la communauté juive. À un moment donné, c'est pas ça qu'on veut au Québec, là. Puis je comprends qu'il y a un conflit à Gaza, mais je veux pas qu'on importe ce conflit-là à Montréal puis que ça se transforme en toutes sortes de violences. Vous visez directement un groupe, là, parce que vous avez même parlé ce matin avec nos collègues du 98.5 à Montréal d'islamistes qui essaient de prendre le contrôle. C'est quand même une grosse affirmation. Là. Ils essaient de prendre le contrôle de quoi? Des écoles. On a vu des écoles où des groupes d'enseignants mettaient en place des concepts religieux islamistes. Et là, ça a commencé avec l'école Bedford, mais là, on a d'autres écoles qui sont visées. On veut pas ça, là, des prières dans les classes. C'est pas... Nous, on a une école qui est laïque, et puis nos institutions publiques sont laïques, puis on va protéger la laïcité, puis on va protéger l'égalité homme-femme, que dans des écoles, des petites filles ne puissent pas faire de sport parce qu'il y a un groupe d'enseignants qui met en place des concepts religieux islamistes, là.
On n'en veut pas de ça. Je pense que pas mal tout le monde va être d'accord avec vous là-dessus. C'est peut-être sur les solutions où certains vont diverger d'opinion. C'est-à-dire que l'école Bedford, l'école Saint-Maxime de Laval, est-ce que c'est pas avant tout un problème de manque d'autorité des directions d'école, des centres de services scolaires, le laxisme même des syndicats qui n'ont pas mis leur culotte, qui n'ont pas utilisé les outils à leur disposition pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui se passe dans cette école-là. Est-ce qu'on est obligé de légiférer alors que, dans le fond, peut-être que tous les outils existent pour dire ça suffit, là? Bien, il faut effectivement, ça va faire partie de l'analyse des scénarios qui va être fait par Jean-François Roberge. Est-ce qu'on a les outils pour empêcher ça? Mais une chose qui est certaine, là, de voir des gens qui bloquent la circulation en faisant des prières dans les rues sans annoncer de manifestation à l'avance, qui mettent des campements pendant des mois à McGill, qui font peur à la communauté juive. Puis on peut avoir l'opinion qu'on voudra sur ce qui se passe à Gaza. Au Québec, là, on ne doit pas importer ce conflit-là. Puis on ne veut pas voir ça. Maintenant, quelles sont les solutions? Puis, faut-il utiliser la clause dérogatoire, etc., etc.? Ça va faire partie de l'analyse. Parce qu'il y a des catholiques qui prient en public aussi. Jean-François Roberge. Oui, mais tout le monde sait très bien là, que c'est pas de ça qu'on parle. Puis, on peut très bien avoir une procession, peu importe la religion, mais qu'on dise à l'avance, puis que les policiers puissent prévoir ce qui se passe, mais d'avoir des actes qui sont faits, comme on l'a vu cet été, à répétition. On veut pas ça. Je pense à nos Québécois là, qui sont de confession musulmane, qui vous écoutent et qui se disent, est-ce que ça pourrait inspirer certaines personnes haineuses envers nous, envers notre religion, que d'entendre le premier ministre comme ça cibler un groupe en particulier? Est-ce que le rôle du premier ministre, c'est pas de calmer le jeu plutôt? Bien, d'abord, là, vous mélangez deux choses comme M. Miller. C'est pas gentil, ça. C'est pas gentil, mais je vous le dis. Okay. Les islamistes et les musulmans, moi, je connais plein de musulmans qui sont bien intégrés à nos valeurs au Québec, puis il n'y en a pas de problème avec les musulmans, mais on a un problème quand on a des islamistes qui essaient de prendre le contrôle d'école, puis qui s'avire en violence, comme on l'a vu, puis en campement, puis empêcher des étudiants d'aller à l'école. Ça n'a pas de bon sens. OK. Santé et services sociaux. Quelques questions là-dessus, parce qu'évidemment, c'est une grande préoccupation des Québécois, la santé. On a Santé Québec qui a été lancée, qui est en fonction depuis le 1er décembre dernier. Il y a des nouvelles conventions collectives avec le secteur public, notamment donc les infirmières, qui a été signée. Quand est-ce que les Québécois vont voir de vraies améliorations à leur système de santé? Oui. Bien, je pense que déjà, la convention collective qui a été signée avec la FIC, au cours des derniers jours, va être mise en application dès le mois de janvier, donc dès le mois prochain. On va avoir plus de flexibilité pour être capable de répartir les infirmières en fonction des besoins, puis selon l'évolution des besoins. Donc, ça, on va voir une amélioration. Mais en même temps, je dois dire, et ça fait plusieurs années que je le dis, que jamais on va voir un système de santé efficace tant que chaque Québécois n'aura pas accès à un médecin de famille ou à un groupe de médecine de famille. Et oui, on a fait des gains. Depuis 2018, on est passé de 6,4 millions de Québécois avec un médecin de famille ou un GMF à 7 millions, mais on est 9 millions. La FMOQ résiste. Ça fait plus d'1 an qu'on négocie avec le syndicat des médecins de famille, mais on ne va pas baisser les bras comme les autres gouvernements l'ont fait avant. On va exiger que, puis là, je vais être clair, que certains médecins de famille travaillent plus d'heures dans une semaine, puis prennent en charge plus de patients pour avoir une première ligne forte, puis éviter que des patients qui ont des problèmes plus mineurs, qu'on appelle les P4, P5, qui se ramassent puis qui engorgent nos hôpitaux, nos urgences. Vous avez augmenté beaucoup le budget de la santé dans les dernières années, 50 de hausse en 6 ans, donc depuis que vous êtes au pouvoir. Il y a quand même, par contre, 1,8 million de Québécois qui ont plus de 65 ans. Plus on vieillit, évidemment, plus les services de santé sont importants. On a besoin de plus de services. En 2031, là, ça a l'air loin, mais c'est à nos portes, là, on va être 2,3 millions d'aînés au Québec, 24 de la population.
est-ce qu'on va avoir les moyens, parce que le budget de la santé augmente, là, est-ce qu'on va avoir les moyens de soigner la génération des baby boomers? Bien, c'est certain là, qu'il faudra avoir une meilleure contribution du gouvernement fédéral. Ouais, mais ça, à court terme, ça ne sera pas le cas. Là. Ben, écoutez, là, vous me parlez de 2031, là, que c'est quand même pas du court terme, mais ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement, à cause des impacts du vieillissement, la santé, c'est la seule dépense qui augmente plus vite que n'importe quel revenu du gouvernement fédéral ou provincial. Donc, il faut qu'il y ait une contribution qui soit plus raisonnable du gouvernement fédéral. Puis oui, ben, on a augmenté depuis 6 ans le budget de la santé de 50 %. Donc, on concentre beaucoup d'efforts de ce côté-là. Mais il faut aussi avoir un réseau qui soit efficace. On a augmenté les services dans les soins à domicile. Il faut qu'il y ait plus de gens qui se fassent soigner à domicile plutôt que de les envoyer dans des CHSLD ou des maisons des aînés. Et il faut être capable d'avoir un réseau qui a une première ligne qui est forte. Mais les gens qui nous écoutent, là, qui sont à la retraite puis qui savent qu'ils vont avoir besoin de soins, ils sont inquiets. Ils ont peur qu'on n'ait pas le budget nécessaire parce qu'on voit les couples à 1,5 milliard de compression d'ici le 31 mars. Ils ont peur qu'on n'ait pas l'argent pour les soigner. Oui, mais quand on regarde le nombre d'heures là, qui est donné en soins à domicile, je pense que de mémoire, là, il y a eu une augmentation de 40 %. C'est qu'on augmente à chaque année. C'est pas encore assez, mais il faut être capable de mettre des budgets, de continuer à augmenter les budgets. C'est ce qu'on va faire, mais encore une fois, il faut avoir une première ligne forte. Parlons un peu d'avenir, parce que comme le dit l'adage, l'avenir c'est long, surtout vers la fin. Oui. Et vous avez déjà dit précédemment que si vous aviez la santé et que les Québécois voulaient encore de vous, vous alliez solliciter un 3e mandat. On a l'impression que les Québécois sont un peu plus sceptiques à savoir est-ce que oui ou non ils veulent de vous. Là, je pense à un sondage Palace Data réalisé il y a 2 semaines qui montrait qu'une majorité de Québécois ne souhaitent pas que vous sollicitiez un 3e mandat. Vous avez déjà annoncé que vous allez en solliciter un. Pourquoi? Bon, d'abord, la fameuse déclaration qui parle de ma santé puis des Québécois, c'est une vieille déclaration. À plusieurs reprises depuis ce temps-là, j'ai confirmé que je vais être sur les rangs dans 2 ans, en 2026. Donc, je vais être chef de la CAQ, puis je vais être dans la campagne électorale pour gagner un 3e gouvernement majoritaire. Mais je suis pas en train de préparer la campagne. Il reste 2 ans ou presque. Ce que je fais actuellement, c'est de m'assurer d'avoir des bons résultats. Et quand je regarde depuis 6 ans l'économie du Québec, ben c'est rare ce qui est arrivé là, depuis 6 ans. On a battu le reste du Canada sur la croissance économique, sur la croissance des salaires, sur la croissance du revenu disponible. Donc, il faut continuer dans cette direction-là. Ce qu'on est en train de faire avec Hydro-Québec, pas juste Terre-Neuve, mais ce qu'on est en train de négocier du côté du nord du Québec avec les CRI, puis du côté de la Côte-Nord avec les Inuits, ça va nous permettre entre autres, de développer l'économie verte. Puis oui, il y a eu quelques dossiers qui ont été plus difficiles, mais on a investi dans des centaines d'entreprises. On a eu une augmentation des investissements des entreprises plus forte au Québec dans le reste du Canada. C'est pour ça qu'on a eu des meilleurs résultats économiques que le reste du Canada. Si ça va bien comme ça, pourquoi vous êtes comme gouvernement aussi impopulaire? Bon, là, écoutez, là, c'est vous l'analyste politique, c'est pas moi. Mais les dossiers qui ont moins bien été, là, vous me l'avez dit avec le sourire, il y a certains dossiers qui ont moins bien été. Lesquels? Non, mais si vous parlez de Nordvolt, de Lyon, oui. Ben là, tout le monde parle de ces 2 dossiers-là. Les centaines de dossiers, tu sais, prenez le chantier Davy, on a rajouté des milliers d'emplois, il n'y a personne qui en parle. Parlez de GM à Bécancour, il n'y a personne qui en parle. C'est que là, évidemment, les journalistes, les chroniqueurs, je mets le chapeau, je porte le blâme. C'est ça. Donc, vous parlez des quelques dossiers, mais à un moment donné, en économie, il faut regarder la moyenne au bâton. Puis la moyenne au bâton, depuis 6 ans, c'est pas rien. Le Québec a battu le reste du Canada. On n'a pas vu ça souvent dans l'histoire du Québec. Lors de la prochaine campagne électorale, là, puis je sais que vous dites que c'est dans 2 ans, j'y pense pas trop, mais quand même, vous allez avoir en face de vous un Parti québécois qui va promettre un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat.
Vous allez donc vous retrouver dans la position de devoir défendre le fédéralisme. Il me semble que ce n'est pas une position agréable pour un ancien souverainiste convaincu comme vous. Bon. Écoutez, c'est un dossier qui est très important. Tantôt, on a parlé des valeurs québécoises, que ce soit défendre notre langue, défendre la laïcité, défendre l'égalité homme-femme. Actuellement, puis je le dis depuis un certain nombre d'années, on a excédé notre capacité d'intégration sur l'immigration. Puis je sais qu'il y a des analystes comme vous qui n'ont pas toujours aimé ça, que je dise il y a trop d'immigrants au Québec. 600 000 immigrants temporaires. Mais là, c'est rendu que même Justin Trudeau, qui disait le contraire, puis qui m'accusait de tous les maux, dit il y a trop d'immigrants au Québec. Donc, je pense que c'est en train d'évoluer. Avec le gouvernement fédéral, on a convenu de réduire le nombre de travailleurs temporaires. Entre autres, les bas salariés ne sont plus acceptés. Mais c'est quoi le lien avec le référendum là-dedans et votre fait d'être capitaine Canada à un moment peut-être inconfortable? Pourquoi certains veulent-ils la souveraineté du Québec pour défendre notre identité, pour défendre notre langue, pour défendre nos valeurs? Or, quand on dit, par exemple, avec le gouvernement fédéral, à l'avenir, quand les travailleurs vont renouveler leur permis pour rester au Québec, ils vont devoir réussir un test de français. Bien, moi, je pense que c'est plus efficace que d'aller perdre un troisième référendum pour faire un pays puis éventuellement mettre des mesures sur le français. Je pense qu'on est en train de convaincre le fédéral, peu importe qui sera là éventuellement, M. Poilievre ou M. Trudeau, de dire faut réduire le nombre d'immigrants au Québec. On a dépassé notre capacité d'intégration. C'est urgent de le faire si on veut sauver le français, puis si on veut sauver nos valeurs. Puis je pense que c'est plus efficace l'approche nationaliste de la CAQ que l'approche du PQ de dire on va faire un référendum pour régler ça. Quelques questions en rafale parce que le temps file. Donc, réponse courte, s'il vous plaît. Nordvolt, est-ce que l'usine va se faire, oui ou non, selon vous? Bien, on l'espère. On l'espère, mais une chose qui est sûre, c'est que la filière batterie existe. Le parc à Bécancour est plein, puis on serait fou de ne pas y participer. On a du lithium pour faire des batteries de véhicules électriques. Puis c'est clair qu'à long terme, il va y avoir beaucoup de véhicules électriques dans le monde. Troisième lien entre Québec et Lévis, ça va coûter des milliards de dollars. Est-ce que pour le financer, on pourrait imposer un pont payant? Comme on l'a vu pour l'autoroute 30, l'autoroute 25 à Montréal, est-ce qu'on pourrait avoir un pont à péage à Québec? C'est pas considéré. Ça fait partie de ce qu'on appelle notre PQI, là, donc des infrastructures qui vont être construites. OK. Et pourquoi pas en faire un ouvrage payant comme on le fait dans la région de Montréal pour les ajouts à l'offre? Bien, c'est pas dans nos plans. OK. Pierre Fitzgibbon a déjà quitté la politique. Christian Dubé a confirmé qu'il n'allait pas se représenter en 2026. Est-ce que vous avez d'autres ministres importants qui vont quitter avant la prochaine élection? Bon, d'abord, Christian Dubé, ça a toujours été clair, puis il me l'a toujours dit. Donc, j'ai vu que c'était présenté comme une nouvelle suite à sa présence. Tout le monde en parle, mais pour moi, ça a toujours été clair que Christian ne reviendrait pas dans un autre mandat. Non, j'ai pas actuellement aucune indication qu'il y a des gens là, qui veulent quitter. Remaniement ministériel au début du mois de janvier, oui ou non? Non. OK, pas de remaniement. Élection partielle dans Terrebonne, c'est pour quand, ça? Oui, bien, on a 6 mois. Il y a 3 mois de fête. Pierre a démissionné en septembre, donc d'ici le mois de mars. OK, c'est prudent. Ouais. Bon, en terminant, François Legault, vous avez eu à gérer la pandémie. Maintenant, vous avez Donald Trump à gérer. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en 2025? Bien, de ne pas avoir ces tarifs-là, parce que ce serait catastrophique pour pas juste l'économie du Québec, l'économie du Canada, d'avoir des tarifs, que ça soit 10 ou 25 Il faut protéger notre économie. Ça va bien, on réduit l'écart de richesse avec le reste du Canada depuis 6 ans, mais c'est pas le temps d'avoir des tarifs puis de perdre des emplois parce qu'on réduirait nos exportations. Donc, il faut tout faire. Puis là, je m'adresse à M. Miller, entre autres. Il faut tout faire pour régler le problème des frontières pour pas que M. Trump nous mette des tarifs. François Legault, premier ministre du Québec, merci d'être venu nous voir à Midi Info. Merci, Alec. Au revoir. Au revoir.